IDFM 98 de la Monde FM. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On va parler du bonheur ce soir. Donc on s'empresse de parler du bonheur avec Ève Bertel. Elle est psychanalyste intégrative, elle est philosophe de cœur et auteure d'un livre, Le bonheur d'aller vers soi, qui est sorti en décembre 2019 aux éditions d'Hervé Trédaniel. Je suis heureuse de l'avoir dans les studios. Elle sait que le thème du bonheur peut paraître un peu surfait de prime abord. Moi, je rajouterais surtout en ce moment. Mais il est pour moi, il est pour elle, une question centrale qui l'a mise en mouvement très tôt. En effet, depuis son plus jeune âge, elle a observé, impuissante, combien les adultes qu'elle aimait autour d'elle se débattaient dans leur vie contre des problèmes de couple, de travail, d'argent, combien ils étaient engloutis dans leur lutte pour la survie, ou s'ennuyaient ferme, ou erraient malheureux comme des pierres dans leur labyrinthe. Alors elle-même, elle s'est sentie souvent seule et malheureuse. Aussi, elle a pris très tôt, excusez-moi, un engagement avec elle-même, ne pas passer à côté de sa vie, ne pas passer à côté d'elle-même et peut-être de trouver le bonheur. Bonsoir Ève Bertel. Bonsoir Joël. Merci d'être là sur cette antenne. Merci à vous. Alors qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? C'est le début de votre livre. Voilà. En ce moment, on attend beaucoup de choses peut-être, ou on n'attend plus rien. Oui, c'est vrai que la question du bonheur aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, prend une dimension nouvelle, parce que chercher à être heureux soi-même dans sa vie, c'est une chose. Essayer d'être heureux dans le monde dans lequel on vit, qui est une société quand même en ce moment très perturbée et malade, ça pose doublement la question du chemin du bonheur, je trouve. Oui, alors vous dites que dans votre enfance, vous étiez malheureuse parce qu'il n'y avait pas d'adultes qui rayonnaient autour de vous. Est-ce que vous pensez qu'à notre époque, il y a des gens qui rayonnent? Disons qu'heureusement, en grandissant au fur et à mesure, j'en ai rencontré des gens rayonnants. Et je pense que ça arrive à chacun d'entre nous. Il y a des rencontres comme ça qu'on fait, qui peuvent durer quelques minutes. Mais je crois que chacun d'entre nous rencontre au cours de sa vie des personnes qui vont servir de modèle, de phare, et qui vont nous aider à emprunter notre chemin personnel. Moi, je crois beaucoup à ces rencontres-là, et je crois que quel que soit le monde dans lequel on vit, quel que soit l'âge qu'on a, il y a des rencontres comme ça qu'on fait chacun et chacune sur son chemin. Et je vais même pousser le truc un peu plus loin, c'est-à-dire que ces rencontres, parfois, ça passe par des rencontres avec un arbre, avec un animal. C'est-à-dire que c'est des temps forts de rencontres avec quelqu'un qui, tout d'un coup, nous fait vivre quelque chose de particulier qui prendra profondément sens pour nous. Alors, votre mère a été assassinée, vous aviez 24 ans. Ça doit quand même faire un choc. Vous avez fait 10 ans de psychanalyse jungienne. Vous avez travaillé en tant que ressources humaines dans des PME, des écoles, des prisons, des hôpitaux. Ça vous a formé? Oui, c'était l'école de la vie. Et là, qu'est-ce qui se passait dans tous ces endroits-là? Les gens cherchaient le bonheur, on le cherche partout. Ouais, on le cherche partout. Alors, c'est sûr qu'en entreprise, on n'appelle pas ça chercher le bonheur dans une équipe. Mais en fait, ce qu'on cherche, c'est davantage d'harmonie, des relations fluides, de pouvoir sentir que on rame tous dans la même direction. Donc, s'il y a un besoin de compréhension, d'échange, en tout cas, c'était très vrai jusque dans les années 90. On rame tous dans la même direction. On rame. Hein. Oui, on rame, c'est surtout clair. En ce moment, on rame pas mal. On rame pas mal en ce moment. Ouais. Et on fait du surplace. C'est un temps étrange, le temps qu'on vit aujourd'hui. Je pense qu'il nous faudra beaucoup de temps pour pouvoir se retourner sur cette époque et comprendre tous les tenants et les aboutissants de ce qui se passe aujourd'hui. Je trouve que c'est très difficile d'avoir une vision claire de ce qui se passe aujourd'hui, même si petit à petit, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se font une opinion propre. Mais globalement, je trouve c'est très difficile pour la majeure partie d'entre nous d'avoir une compréhension de ce qui se passe. Ce qui se passe aussi, c'est qu'on est beaucoup dans le passé et on se rend compte qu'on a été heureux quand même, que la vie n'était pas si mal avant. Oui, c'est vrai. C'est vrai, et ça, je trouve que c'est un signe de grande santé psychique, de pouvoir se retourner sur son histoire personnelle, sur son passé, et finalement de le revisiter
en trouvant que, par exemple, personnellement, moi, j'ai dit, et je pense que j'ai été quelqu'un qui s'est senti profondément malheureuse, mais aujourd'hui, quand je revisite mon histoire et que je regarde la petite fille que j'étais, la jeune adolescente, et tous les drames qu'on traverse à cet âge-là, eh bien, aujourd'hui, quand la lecture que je fais, le regard que je porte sur ce passé, c'est plutôt un regard positif. J'aime la vie que j'ai eue. J'aime les drames que j'ai traversés. J'aime tout ce qui a fait que je suis celle que je suis aujourd'hui. Alors, vous dites que finalement, le bonheur, ça serait de retourner vers le paradis, mais le paradis n'est pas un lieu, c'est un état d'âme. Oui, c'est un état d'âme, c'est un état intérieur. C'est quelque chose à cultiver à l'intérieur de soi. Alors, c'est vrai que la tendance très contemporaine, en lien avec la société dans laquelle on est, qui est une société très matérialiste, utilitariste, etc., donc on a tendance à penser que le bonheur, on va le trouver dehors. Donc on est tenté d'aller chercher à l'extérieur des réponses, des solutions qui vont nous faire sentir heureux. Et c'est un chemin en fait de prise de conscience que de réaliser en fait combien ce bonheur il va se cultiver à l'intérieur, dans son terreau personnel. Non pas qu'il faille renoncer à tout ce qu'il y a à l'extérieur, mais s'imaginer que toutes les solutions ne peuvent provenir que de l'extérieur pour nous rendre heureux, c'est une vue de l'esprit. Ça marche pas comme ça. Alors, on a tous eu des moments de bonheur, ça c'est clair, tous ceux qui nous écoutent, mais puisque nous aspirons tous au bonheur, quand celui-ci est enfin présent dans notre vie, pourquoi sommes-nous aussi incapables de le savourer et cherchons-nous à le détruire ? Souvent, quand on est en plein bonheur, on se dit que ça va pas durer. Eh bien alors ça pour moi, c'est vraiment une question de fond. Bon, habituellement, on se plaint beaucoup que la vie est difficile, voilà, qu'on bagarre, qu'on n'est pas heureux, on a des tas de récriminations. Ok, mais quand on est heureux, quand vraiment, profondément, viscéralement, on se sent heureux, là, je me suis vraiment rendu compte, que ce soit à l'intérieur de moi ou autour de moi, que ce bonheur-là, d'une certaine manière, il nous était incapable de l'intégrer et de l'accepter. C'est comme si on avait perdu la capacité à intégrer totalement dans sa chair, dans son âme, dans son cœur, un bonheur absolu. Il y a un endroit de nous, c'est comme si c'était pas possible. C'est trop beau. C'est trop beau. Soit on le mérite pas, soit c'est trop beau, ça va pas durer, mais en tout cas, il y a une mécanique qui s'enclenche à l'intérieur de nous et qui vient saboter ce bonheur, qui vient l'attaquer, qui vient le piétiner. Et bien justement, on peut se poser la question, est-ce que nous sommes prêts finalement à aller vers le bonheur ? Surtout en ce moment, est-ce que les gens seraient prêts ? En ce moment, est-ce que les gens seraient prêts à aller vers le bonheur ? Et c'est quoi le bonheur ? Alors oui, peut-être déjà commencer par dire ce que c'est le bonheur. Oui, parce que j'ai appris dans votre livre que ce n'est pas la bonne heure, mais que c'est le bon heure. Et donc c'est très important, c'est pas du tout la bonne heure, le moment où c'est la meilleure heure, mais le bon heure. Voilà, le bon heure. Le bonheur, ouais. Le bonheur, en fait, c'est le fruit d'un cheminement intérieur. Enfin, je pense que si vraiment on vit profondément sa vie, de la racine des cheveux aux orteils, si on prend sa vie à bras-le-corps, inévitablement, on va s'engager dans le chemin du bonheur. Parce qu'on va vouloir extraire de sa vie sa substantifique moelle. On va vouloir que cette vie-là soit passionnante. Donc, à partir du moment où on décide de s'engager dans sa vie, qu'on la prend à bras-le-corps, la question du bonheur va être sur le chemin. Et c'est quoi le bonheur ? C'est une question complexe. Alors, j'ai envie de dire, pour moi, le bonheur, c'est un ressenti intérieur, donc quelque chose d'assez, de relativement stable, qui va se traduire par un grand sentiment de gratitude, de paix et de joie. Pour moi, la gratitude, ça marque un changement radical d'état. Il y a la vie sans gratitude et il y a la vie avec la gratitude. Et en fait, pour moi, quand on est dans cette sensation de bonheur intérieur, on est avec la gratitude. C'est-à-dire que
on est en capacité de regarder ce qu'on a et de voir ce qui est beau autour de nous, ce qui est beau à l'intérieur de nous. On ne fait plus une fixation sur nos manques, sur nos revendications, sur nos récriminations. On n'est plus obsédé par les haines qu'on peut avoir vis-à-vis des personnes, vis-à-vis des situations qu'on a vécues. D'une certaine manière, on est libéré de nos rancœurs, de nos hargnes, de nos jalousies. Il y a une sorte il y a un espace intérieur qui s'est vidé de tout ce fiel. Et quand cet espace intérieur se vide de tout ce fiel qu'on a tous, hein, voilà, qu'on récupère au long de la vie, chemin faisant, hein, donc quand on a pu progressivement se libérer de ce fiel, il y a un espace intérieur qui s'ouvre, dans lequel il y a comme une sorte de miel intérieur qui peut tout d'un coup s'élaborer. Et pour moi, le goût du bonheur, c'est ça, c'est le goût d'un miel intérieur. Et ce miel intérieur, il se fabrique dans notre chaudron personnel. Ça se fabrique à l'intérieur de nous, dans une sorte d'athanor. Et ça se fabrique à l'occasion de processus alchimiques. C'est tout un processus extraordinaire, mystérieux, alchimique à l'intérieur de nous, qui fait que peu à peu, il va y avoir une transmutation de tout ce qui nous faisait souffrir, de tout ce qui était négatif, en quelque chose de doux, et transformer tout ça en quelque chose de beau, de doux et qui ressemble au miel. Moi, je voulais revenir sur le mot bonheur. Vous dites que le mot n'existe pas en hébreu biblique, oui. Mais là, je voulais... oui. C'est ce que vous dites sur quand dit le dictionnaire. Commençons par une définition simple. Bonheur est constitué par bonne heure, c'est-à-dire plus le côté des dieux, c'est-à-dire des... Oui. C'est ça que je voulais que vous... Ah oui, d'accord. Ah, en fait, c'est vrai que à l'époque, dans la Grèce antique, le bonheur était considéré comme une chance. Ça veut dire qu'à l'époque, on considérait que le bonheur n'était pas entre nos mains, qu'il était, au bon vouloir des dieux, du destin. Donc, d'une certaine manière, on était démunis et impuissants à agir sur notre bonheur intérieur ou extérieur. On attendait des dieux qu'ils, justement, par leur présage, nous délivrent des bonnes choses. Mais également, on pouvait courber les chines en se disant pourvu qu'ils ne vont pas verser sur moi leur courroux. Donc, c'était un peu la vision des Grecs à l'époque. Le bonheur n'est pas entre mes mains, il est entre les mains des dieux, et c'est les dieux qui décident à ma place. Donc, je m'en remets à eux. Une question d'augure. Hein. Une question d'augure, complètement. Donc, ça n'a rien à voir avec l'heure. C'est plus une histoire d'augure et de chance. Voilà, c'était plus dans le sens j'ai la chance que les dieux m'aiment et donc je vais bénéficier de leur générosité, ou j'ai pas la chance d'être dans les bons papiers des dieux et ma vie va être difficile. Alors après, les Grecs de l'époque étaient plus à même d'accepter, entre guillemets, les choix des dieux qu'aujourd'hui. C'était dans la culture de l'époque. Voilà, mais ça, vous en parlez dans votre livre. On va beaucoup parler d'Aristote, hein, c'est oui. Ça. Il y a John Lennon qui a une super phrase. Vous vous en souvenez de la phrase? Ah oui. Si vous avez le livre, hein, ça vaut la peine. C'est à la page 23. Ah oui. Oui, j'ai adoré cette petite phrase. Citation de John Lennon. Il disait à l'école: lorsqu'on m'a demandé d'écrire ce que je voulais être plus tard, j'ai répondu heureux. Ils m'ont dit que je n'avais rien compris à la question. Je leur ai répondu qu'ils n'avaient rien compris à la vie. Et je trouve ça extraordinaire. Voilà. C'est ça, en fait. Je trouve que dans cette réponse, il y a infiniment de poésie et de sagesse. Il y a infiniment de poésie et de sagesse dans sa réponse. Alors, est-ce qu'on sera heureux quand tout sera comblé? Est-ce que le bonheur, c'est d'avoir tout? Non. Alors ça aussi, peut y avoir une attente un peu illusoire de se dire je serai heureux dans ma vie quand j'aurai ma nouvelle maison, ou je serai heureux dans ma vie si je rencontre le conjoint auquel je rêve. Je vais être heureux si, je vais être heureux quand. Donc c'est une espérance qui dépend de tas de conditions aléatoires. Non. Justement, pour moi, l'enjeu, c'est d'arriver à être heureux, même si.
comment être heureux dans mon quotidien, tous les jours, avec, entre guillemets, passez-moi l'expression, les merdes qui me tombent dessus, avec les épreuves, avec les tunnels parfois dont je vois pas le bout, avec les moments de déprime. Voilà, pour moi l'enjeu il est là. Je vois pas le bonheur comme s'opposant au malheur. Pour moi c'est pas des frères ennemis. La vie, d'ailleurs le Tao le dit très bien, hein, le bonheur marche au bras du malheur et le malheur couche au pied du bonheur. Ça marche ensemble. Alors c'est un sacré enjeu pour chacun d'entre nous. Passer d'une vision du bonheur où je serai heureux si si je divorce, je serai heureux. Si j'ai mon nouveau job, je serai heureux. Quand je serai à la retraite, voilà. Non. Là, on va attendre longtemps, il se passera rien. En revanche, comment être heureux, même si, à chaque instant de ma vie. Ça veut dire même quand le chemin est difficile, même quand je trébuche, même quand je m'égare, même quand je suis dans le brouillard. Comment être heureux ? Et pour moi, l'enjeu, il est là. C'est de cultiver une capacité intérieure à rester confiant avec la vie, confiant avec soi-même, à rester dans une certaine tranquillité, à rester avec une certaine joie, même si le chemin me semble pas évident et même si je suis pas sûre de voir le bout du tunnel là, maintenant, tout de suite. Pour moi, voilà, c'est ça. Quand on arrive à être dans cet état intérieur, donc c'est une sorte d'état d'esprit que moi j'appelle l'Éden intérieur, hein, quand on arrive à être dans cet état d'être intérieur, eh bien voilà, le bonheur il est là, même quand ça va mal, même quand on est déprimé, même quand on est en colère. Même quand c'est pas la perfection. Voilà, même quand c'est pas la perfection, même quand je suis pas parfait et que l'autre n'est pas parfait et que le monde n'est pas parfait. Alors, il y a deux catégories de bonheur, hein, suivant les philosophes grecs. Pour résumer, on a le bonheur des sages et le bonheur de la foule. Oui, alors j'aime beaucoup la distinction qu'on doit à Aristote. Je trouve qu'elle est très éclairante. Le bonheur de la foule, on va dire que c'est un bonheur sans conscience, sans réflexion personnelle. C'est une façon de se représenter le bonheur qui est souvent complètement inféodé au diktat de la société dans laquelle on vit. Donc c'est un bonheur prémâché, un bonheur fabriqué par l'extérieur auquel je vais adhérer, auquel je vais croire. Ça, c'est le bonheur de la foule. Alors que le bonheur des sages, c'est une conscience que le bonheur nécessite un cheminement intérieur et que si on ne fait pas ce cheminement, il ne se passera rien. C'est la conscience qu'on n'a pas droit au bonheur, tout simplement parce qu'on est beau et qu'on le mérite. Non, le bonheur, ça se mérite dans le sens où ça nous demande un engagement avec la vie. Est-ce que je reste, un passager clandestin de ma vie ? Est-ce que je reste dans ma vie à me plaindre sans cesse de ce que je vis ? Ou est-ce que je m'engage, je fais alliance avec elle et j'essaie de voir comment le monde fonctionne, comment je fonctionne, comment la vie fonctionne ? Est-ce que j'essaie de grandir en conscience ? Est-ce que j'essaie de grandir en sagesse ? Est-ce que j'essaie d'apaiser le chaos émotionnel à l'intérieur de moi ? Voilà. C'est ça le bonheur des sages. C'est ce fameux travail de alchimique dont je parlais tout à l'heure, où on essaie de transformer à l'intérieur de soi tout ce qui est douloureux, tout ce qui est passionnel, pulsionnel, dans une belle énergie fertile, créatrice, amoureuse. Et ça, voilà, le bonheur des sages, c'est ça. C'est la conscience et l'ouverture du cœur. C'est les fondements pour moi du bonheur. Avancer vers une conscience plus grande et un cœur plus ouvert. Une deuxième partie de cet Au-delà du miroir sur l'antenne d'IDFM 98 de la bande FM sur toute la planète Terre, IDFM Radio Anguin, la radio où l'on se sent bien. Ève Bertel, ce soir nous parlons du bonheur. Tout le monde court après le bonheur, mais combien peuvent se tanguer d'être heureux et heureuses ? En réalité, peu, car nous sommes tous plus ou moins meurtris par la vie, sous l'emprise de ce que l'auteur nomme un logiciel anti-bonheur.
On est des handicapés du bonheur, Eve Bertel. Oui, des handicapés du bonheur, des handicapés de la vie. On est surtout dans la matrice. Et on est surtout dans la matrice. On en parle de cette matrice. Oui. C'est le mythe intemporel et extrêmement d'actualité de Platon, le mythe de la caverne. C'est difficile de prendre conscience de la matrice. Je pense que tous ceux qui ont vu Matrix voient exactement de quoi il est question. C'est très difficile de prendre de prendre la mesure, de sentir la texture de la matrice dans laquelle on vit, de la caverne dans laquelle on vit. Il y a une petite anecdote là-dessus que j'aime beaucoup. Avec les poissons. Ouais. Racontez-la, elle est super. On est tous dans un bocal. Voilà, c'est ça. On vit tous dans un bocal. Ça, c'est oui. Et donc dans cette petite histoire, donc il y a un vieux poisson qui croise deux petits poissons, et qui leur dit alors, elle est comment l'eau? Les deux petits poissons se regardent et disent mais de quoi il parle? De quelle eau il parle? Voilà. Les deux petits poissons ne savent pas qu'ils vivent dans un bocal, et ils ne savent pas qu'ils vivent dans l'eau. Ils ne savent pas qu'ils vivent dans l'eau. Et c'est un peu la même chose pour nous. Quand on est à l'intérieur, on est tellement imprégné, formaté, conditionné. On est tellement immergé depuis notre naissance dans cette matrice, dans l'eau de ce bocal, que c'est extrêmement difficile de pouvoir prendre du recul pour voir le monde dans lequel on vit tel qu'il est. C'est très très difficile. Le seul moyen de voir le monde tel qu'il est, dans lequel on vit, nous demande de sortir de la caverne, de sortir de la matrice. Sortir de la matrice. Sortir de l'illusion. Sortir de l'illusion. Parce que tous les petits poissons dans le bocal, tous les petits poissons que nous sommes dans la matrice, on boit la même eau. On est infusé, perfusé par les mêmes informations. Donc notre façon de voir est commune. On partage tous la même vision. Ceux qui ne la partagent pas sont ceux qui ont quitté la matrice et qui y reviennent, un peu effarés en regardant les autres et en disant mais attendez, là, goûte l'eau, goûte ton eau, bois-la un peu, regarde. Je t'assure, si tu la bois vraiment, prends le temps de la goûter, tu vas voir qu'elle est toxique, qu'elle est nocive, qu'elle est plus bonne pour toi. Que ton intérêt, c'est vraiment de sortir vite de la matrice. Le problème, c'est que quand on est dans la matrice, on confond souvent sa caverne avec une gentille petite chaumière. Parce que dans la matrice, en plus, on a une sensation un peu fusionnelle avec les autres. Comme on partage tous, d'une certaine manière, le même vécu, la même vision des choses, on a une sensation un peu grégaire de former, de communion avec les autres, même si elle est illusoire. Donc il y a une grande... il y a beaucoup d'obstacles pour sortir de la matrice. Et puis, on a quand même la nostalgie de l'Éden, comme vous dites Freud, cet Éden, ce paradis perdu, qui était l'unité profonde avec sa mère, cet état où on était fusionnel, on faisait qu'un. Et on va revenir à Épithète, qui disait que l'homme souffre parce qu'il n'accepte pas la réalité telle qu'elle est. C'est-à-dire que si on veut sortir de la matrice, on va être obligé d'ouvrir les yeux. Et c'est aussi là que finalement, on est dans la souffrance. C'est pour ça qu'on préfère peut-être pas voir. Oui. L'ignorance est beaucoup plus confortable. C'est très confortable. En fait, quand on est ignorant et qu'on ne bouge pas, on ne sent pas sa souffrance. Il faut bouger pour sentir sa souffrance. Si je suis dans l'ignorance et immobile, je ne vais rien sentir. Je vais être comme anesthésiée. Je vais être comme englouti dans un monde d'habitude, d'addiction, oui, c'est cette espèce de monde dans lequel on est un peu en pilotage automatique. Et il y a beaucoup de personnes, même nous à certains moments, on est en pilotage automatique. On n'est pas conscient, on fait les choses de manière machinale, mécanique. Donc on n'est pas présent à soi, on n'est pas présent à sa vie. Donc on est dans une forme d'anesthésie, d'état un peu léthargique comme ça. Et quand on est dans cette sensation-là, on traverse sa vie un peu comme un fantôme et on ne sent pas ce qui se passe. On ne ressent pas sa propre souffrance
et on ne sent pas non plus la souffrance de l'autre. On est dans une sorte d'état, oui, je trouve fantôme, c'est bien, une sorte d'état de fantôme, oui. Oui, donc l'important c'est de faire le grand plongeon, mais il y a ceux aussi qui font confiance à la chimie, qui est très à la mode en ce moment, pas aux vaccins et aux antidépresseurs. L'OMS prévoit que ce sera la dépression qui sera la première cause d'incapacité dans les années 2020. Une espèce d'épidémie, non de coronavirus, mais de dépression. Oui, je pense pour le coup que le contexte actuel avec l'épidémie qu'on a traversée et la crise sanitaire toujours d'actualité, je pense que ça va engendrer, ça va alourdir l'épidémie de dépression. Alors ça, c'est quelque chose d'intéressant. Il y a vraiment des études qui ont été faites là-dessus, de nombreuses études, parce qu'on le sait depuis au moins une vingtaine d'années, que dans tous les pays développés et riches et industrialisés, la chose la plus grave qui va arriver, c'est une épidémie. En fait, le monde dans lequel on vit, matérialiste, confortable, est un sol fertile à la dépression. Pourquoi ? Parce que c'est plus difficile de vivre vraiment sa vie que d'être dans la survie. Quand on est dans la survie... Il n'y a pas de dépression pendant les guerres en général. Voilà, on se bat contre quelque chose. Donc on est galvanisé, on se bat. Voilà, on lutte, struggle for life, on est actif. Voilà, on va. Alors que quand il s'agit de passer de la survie à la vie, pour être dans une vie qui nous satisfasse vraiment, on a besoin de sens. Il faut que notre vie ait un sens. Il faut qu'on se sente habité par un élan intérieur. Il faut qu'on ait envie de se mobiliser pour quelque chose qui pour nous... on a besoin de sens. Je ne sais pas comment le dire autrement. Pour moi, c'est une évidence. On a besoin que notre vie ait un sens. On a besoin d'avoir un goût. On a besoin de retrouver la dimension sacrée de sa vie. Le fait que c'est une aventure sacrée, la vie. Donc, quand on vit dans le confort et dans le monde matérialiste, où en fait, d'une certaine manière, on a complètement éradiqué la dimension subtile, la dimension spirituelle, on a appauvri nos vies. Comment trouver du sens ? Comment se tourner vers quelque chose qui nous dépasse ? C'est très difficile aujourd'hui. Donc le monde matérialiste, je dirais, il ouvre une autoroute à la dépression. Oui, mais bon, la chimie va vous dire qu'il faut s'attaquer aux causes et que ça vient peut-être d'un gène 5-HTT qui serait en cause. On va peut-être trouver un vaccin contre la dépression. Voilà, c'est ça. C'est très tentant, surtout dans dans le monde matérialiste d'aujourd'hui. L'idéologie qui domine, la vision qui domine, c'est une vision de l'homme comme une espèce de mécanique biologique. C'est une vision de l'univers mécaniste. C'est tout l'héritage aristotélicien, newtonien, de Descartes, etc. Donc notre culture principale aujourd'hui, c'est une façon de voir le monde, une façon de voir la vie, avec des valeurs matérialistes, des valeurs rationalistes, des valeurs qui tendent à objectiver les choses et à appréhender le monde comme une mécanique bien huilée. On est encore beaucoup là-dessus, ça reste très dominant dans la façon de voir les choses. Donc, quand on a cette vision-là du monde, l'homme, c'est une sorte de biomécanique qu'on peut réparer, comme on emmène sa voiture chez le garagiste. Donc, si on va chercher à l'extérieur des solutions, c'est le transhumanisme, c'est la croyance que il suffit de bricoler par-ci, bricoler par-là, et donc on va rafistoler ceci, un peu enlever de ça, rajouter de ça, puis vous allez voir les gars, ça va être le paradis, ouais, nickel la vie, on va s'éclater. C'est croire que la chimie, croire que en transformant l'humain, en l'améliorant, en l'augmentant, ces façons d'envisager les choses reposent sur la conception que nous sommes une machine biologique. C'est pas ma façon de voir les choses. Ouais. Vous dites qu'il y a 7 stratégies pour être heureux. D'abord, être riche, être frivole, être jouisseur, être ignorant, vous en avez parlé tout à l'heure, être conforme, être sans désir ou être hyperactif. L'hyperactif, finalement, c'est le déni qui est derrière. Il va occuper ses journées pour pas penser. Voilà. Toutes ces stratégies-là sont des stratégies qu'on a tous plus ou moins
utiliser dans sa vie. Voilà, on veut être heureux, alors on cherche, on tâtonne, on fait ses expériences. Donc, oui, si gagner au loto peut me rendre heureux, why not? Je vais jouer au loto. Si rester au niveau de la superficie de ma vie, au niveau de l'écume, en étant dans la frivolité, dans la superficie, dans la fête, ça va me permettre d'être heureux. Why not? Allons-y, on fait nos expériences. Et c'est cette stratégie-là, si on les a expérimentées chacune, et je pense que chacun d'entre nous probablement les a expérimentées au cours de sa vie, à un moment, on se rend compte qu'elles sont des impasses. Alors l'hyperactivité, elle a vraiment la cote dans le monde d'aujourd'hui. Hein. Voilà, on est dans l'action, on est dans le faire en permanence, on a des agendas surbookés, on a une vie très remplie, on fait beaucoup de sorties, on va au théâtre, on a plein d'amis, on va à des conférences, on lit beaucoup, on travaille, on voyage. Et on fait faire ça à nos enfants aussi. Oui, bien sûr. Voilà. Est-ce qu'on est heureux? Les gens vont vous dire oui, bien sûr, ils vont vous dire oui, je suis heureux, je fais des tas de choses extraordinaires dans ma vie. Voilà. Alors, on a parlé de la matrice tout à l'heure, mais notre fiction à nous personnelle, c'est-à-dire si on n'est pas dans le mythe de la caverne, nous portons tous un rêve. On porte tous un rêve, mais de quel rêve parle-t-on? Oui, être heureux, c'est se sentir habité par un rêve. De vivre son rêve. C'est de vivre son rêve. Alors, en même temps, ça demande un petit peu de discernement. Il y a à séparer le bon grain de l'ivresse, j'allais dire l'ivresse. C'est bien. Oui, parce que je crois que quand on vit son rêve, on goûte à la belle ivresse de la vie. La belle ivresse, voilà. Cette joie presque orgasmique, quoi, de se sentir vivant. Oui. Alors, je suis en train de perdre le fil. Redites-moi voir, du coup. Mais de quel rêve parle-t-on? Est-ce qu'on a encore des rêves? Oui, alors. Est-ce qu'on a le droit de rêver? Oui, on a impérativement le droit de rêver, c'est nécessaire. Mais attention au genre de rêve qu'on porte. Si notre rêve, il épouse, la courbe de nos petites problématiques personnelles névrotiques qu'on a tous, hein, si ce rêve, il prend sa racine là-dedans, on va courir après le mauvais lièvre. C'est-à-dire qu'on va essayer d'apporter une réponse à des blessures. À des blessures. Et donc, c'est pas soigner la blessure. C'est essayer de lui apporter une réponse. Mais ça ne sera pas la soigner, parce que pour la soigner, il faut vraiment remonter à l'origine du mal, de la souffrance, à l'origine de la souffrance. En revanche, à côté de ces rêves qui nous... qui sont des réponses... Voilà, elles ne sont pas à jeter, ces réponses, mais ce n'est pas des réponses qui vont vraiment nous rendre heureux. Elles vont simplement... ça va nous faire l'effet de mettre un cataplasme sur une jambe de bois, quoi. En revanche, on est tous habités par des rêves qui, eux, puisent leur essence, plantent leurs racines dans quelque chose de bien plus vaste que nous, dans une dimension à l'intérieur de nous. Dans les mythes. Dans les mythes, mais alors oui, bien sûr, en tout cas, les mythes sont porteurs de ça. Les mythes sont porteurs des grands rêves de l'humanité. À l'intérieur de nous, on est tous porteurs d'un grand rêve. On est tous le héros d'un grand rêve personnel qui nous fait vibrer, qui nous donne la chair de poule. Et ce grand rêve intérieur, faut pas imaginer quelque chose de grandiose et d'extraordinaire. Ça peut être des choses simples. Ça peut être des choses extrêmement simples. Mais quand on va vivre ça, tout d'un coup, notre vie va prendre une autre couleur, une autre saveur. Elle va vibrer d'une vibration beaucoup plus forte. Elle va sortir de la platitude. Elle va sortir de la routine. Ça peut être, par exemple, je ne sais pas moi, d'apprendre une langue étrangère. Ça peut être d'apprendre le tango. Ça peut être de se mettre à la cuisine. Oui, ça peut être des choses simples. Mais on va réaliser à travers ce rêve-là quelque chose à l'intérieur de nous d'essentiel, de vital, et qui répond à un besoin profond, un besoin de notre être profond. De quoi mon cœur a-t-il faim? Voilà. Il faut se poser la question, c'est pas évident d'y répondre. Hein. Ouais. Alors, vous parlez de l'être... je vais donner un exemple personnel par rapport au rêve. Moi, le rêve que je portais depuis que je suis petite, c'était d'écrire. C'était d'écrire et de monter à cheval.
Et monter à cheval, la première fois que je suis montée à cheval, j'avais 20 ans et j'ai eu une révélation. Quelque chose de grandiose s'est passé. J'ai attendu 20 ans pour pouvoir vraiment monter à cheval, apprendre et me sentir bien à cheval. Eh bien, cette expérience-là m'a ouvert des portes incroyables et extraordinaires. Ça m'a révélé qui j'étais, ça m'a nourri, ça m'a transporté de joie. J'ai vécu une expérience, pour moi, hors du commun avec ma jument. Voilà, ça a ouvert des portes à l'intérieur de moi. Et puis, écrire. Et par exemple, être édité, ça a été pour moi la réalisation d'un rêve extraordinaire. Vous avez fait le grand plongeon, hein. Oui. Et vous n'avez pas eu peur du trou noir, hein, Non. qui est aussi présent dans votre livre. En troisième partie, on va revenir sur Aristote Oui. et sur la façon dont on voit le monde maintenant. Oui. IDFM, la radio où l'on se sent bien ce soir avec Ève Bertel, le bonheur d'aller vers soi. Donc, on a abordé pas mal de sujets en première et deuxième partie. Dans votre livre, vous parlez des épicuriens et des stoïciens. Vous parlez de la voie du juste milieu, de la Sophia, de Socrate et de Platon. Mais là, j'aimerais que vous abordiez l'histoire d'Aristote et la bascule intellectuelle qui s'est opérée et qui nous a rendus là où on en est maintenant. Oui. Il y a une mutation historique de la pensée, hein, qui s'est opérée, on va dire, grosso modo, 400, 500, 600 ans avant Jésus-Christ, auquel Aristote a contribué, parce que Aristote, c'est le père de la raison, c'est le père de la logique et de la raison rationalisante et rationnelle. Donc, il y a, avant cette bascule, c'était le mythe. Nos ancêtres avaient recours au mythe pour expliquer, interpréter le monde dans lequel ils vivaient. C'était à la lueur du mythe. Le mythe, mythos, hein, ça tenait à l'intérieur de lui tous les repères, tous les ingrédients qui permettaient aux humains de l'époque de comprendre qui ils étaient, de comprendre le peuple dans lequel ils vivaient, de comprendre les drames que leur groupe avait vécu, de comprendre les rivalités avec d'autres tribus, de comprendre, voilà. Le mythe était porteur de sens, il permettait de décrypter le monde, il permettait de se situer dans le monde, il permettait de trouver sa place. Et puis donc, à un moment, il y a une bascule en Grèce, et on est passé de mythos à logos, c'est-à-dire qu'à un moment, une mutation, une bascule s'est opérée. Les peuples ont lâché le mythe pour la logique et la raison. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, probablement, que le mythe, les fables, en tout cas, ils ont dû avoir le sentiment que ça ne répondait plus à leur interrogation du moment. Les dieux aussi, on peut dire. Bien sûr. Donc le bonheur, comme on disait tout à l'heure, c'était le fait d'être en adéquation avec les dieux, donc ils ont laissé le sacré. Oui. Exactement. Quand on a lâché le mythe, on a lâché la dimension du sacré, on a lâché la dimension du divin, on a lâché sa connexion avec le grand tout. Alors, ce qui m'a étonné dans votre livre, c'est que vous dites que le cerveau gauche, c'est le cerveau d'Aristote et que l'hémisphère droit est doué pour le bonheur. Alors qu'on a toujours pensé que le cerveau droit, moi on m'avait toujours enseigné que le cerveau droit est analytique, celui qui compte, celui qui n'est pas... Et là, vous dites que le cerveau gauche, c'est celui d'Aristote. Oui, le cerveau gauche, c'est le cerveau de la logique, de la raison. Alors, ce sont des qualités intellectuelles. Hein. C'est important de savoir être rigoureux dans ses analyses, de savoir compter, de savoir être logique, voilà, de savoir enchaîner un raisonnement qui tient la route. Donc, ce sont des qualités. Mais c'est une partie des qualités du cerveau. Le cerveau droit, c'est un cerveau qui est capable, non pas d'analyser. Quand on analyse, on sépare, on décortique. Hein, alors que le cerveau droit, lui, il appréhende les choses dans la globalité, de manière holistique, et il voit les liens qui ne sont pas du tout apparents pour l'autre cerveau. Il y en a un qui voit l'arbre et l'autre qui voit la forêt. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Où il y en a un qui voit l'arbre avec les branches d'un côté, le feuillage d'un côté, le tronc de l'autre. Le cerveau droit, il voit les choses dans la globalité et en lien. Et ça, c'est extrêmement important. C'est le cerveau qui permet de se relier. On a besoin de savoir séparer,
Mais on pourrait dire que quand le logos est devenu prédominant dans notre façon de penser, c'est-à-dire quand nous avons accédé à la capacité à raisonner de manière pertinente, grâce à Aristote, grâce à la bascule du mythos au logos, voilà. Donc progressivement, on pourrait dire que les humains d'aujourd'hui, ils ont l'équipement intellectuel pour être en capacité de raisonner. Enfin, on pourrait faire cette supposition-là. Hein. Mais le cerveau droit qui n'est pas suffisant, enfin en tout cas qui est beaucoup moins... L'école développe le cerveau gauche, hein, le cerveau analytique, voilà. Le cerveau droit qui est beaucoup moins développé, c'est un cerveau qui a besoin de l'art, qui a besoin de la poésie, qui a besoin de la méditation, qui a besoin de la contemplation, qui a besoin de la danse pour se révéler. Donc c'est pas du tout les mêmes chemins. Et c'est un cerveau qui nous connecte avec... comme il nous connecte avec la vie, avec tout ce qui nous relie au vivant. Donc on est une société de cerveau gauche ? On est une société dans laquelle le cerveau gauche, j'irais autrement, je dirais qu'on est une société qui avons développé un mental en acier inoxydable. Un mental qui juge, parfois férocement, un mental qui regarde les choses de haut, un mental qui découpe, un mental qui analyse de manière sans affect, voyez, parce que l'affect aujourd'hui, le facteur humain, c'est presque jugé comme encombrant et inutile. Donc je pense qu'on est une société qui aujourd'hui a hypertrophié la tête, hypertrophié la dimension du mental, de l'intellect, une façon un peu desséchée, objectivante de voir les choses. Et du coup, on est coupé de notre cœur, de notre ressenti, de notre intuition, de notre corps, des autres et de la vie. Je trouve que... Vous parlez de l'énergie de Diabolos. Voilà, Diabolos. Qui est une énergie de mort, qui fait partie de la même histoire. Voilà, tout à fait. Diabolos, c'est une énergie mortifère qui sépare, qui détruit, qui exclut. Et le logiciel anti-bonheur dont je parle dans mon livre, qui est vraiment le fruit un petit peu desséché de l'héritage aristotélicien, il est pour rien le pauvre. Mais bon, voilà, il se trouve qu'aujourd'hui, on est allé tellement loin dans la rationalisation de la vie qu'on est arrivé à un tout petit noyau tout sec, tout dur. Et ce tout petit noyau tout sec, tout dur, c'est une façon, je dirais, très répandue aujourd'hui partout sur la planète de regarder la vie comme une marchandise ou comme une chose. On ne vit pas sa vie, on la gère, comme on gère ses affaires, comme on gère son business, comme on gère son travail. Donc on est devenu, je trouve qu'on s'est profondément déshumanisé en se coupant de la sève qui coule à l'intérieur de nous, en se coupant de notre intuition, en se coupant de notre ressenti. Et ouais. Et vous dites aussi dans votre livre que c'est pas forcément la religion qui va nous aider à atteindre le bonheur, surtout le christianisme qui nous dit que c'est pas dans cette vie-là qu'on va pouvoir être heureux. Oui, l'héritage de la culture chrétienne, en tout cas pour quand on a fait son catéchisme. Voilà, enfin moi les souvenirs de catéchisme que j'ai, c'est pas, à aucun moment on m'a aidé à envisager que la vie pouvait être belle. Non, c'était bien de souffrir, je m'en rappelle. Voilà, aussi, sur la croix ou ailleurs. Voilà, c'est ça. Il y a quand même un héritage très masochiste, une relation à la... Alors les obstacles qui peuvent venir du dedans, que ce soit les blessures de l'enfance, l'attachement à nos souffrances, on aime ça, la culpabilité, une incapacité à choisir le bon, les forces de l'ombre, le clivage conscient-inconscient, la détestation du soi, l'ignorance des lois universelles, ces fameuses lois universelles que vous énumérez dans votre livre, mais qu'on ne va pas avoir le temps d'énumérer, hein, il faut lire le livre. Et puis il y a aussi les obstacles qui viennent de l'extérieur. Hein. Oui, on ne peut pas... Enfin voilà, c'est vrai que c'est important de dire ça. On ne peut pas... Alors je sais bien que dans l'absolu, en tout cas c'est ce que disent...
les éveillés, mais moi je suis pas éveillée, donc je parle de là où je suis, mais il y a un discours effectivement spirituel, qui dit que quel que soit le monde dans lequel on vit, on est capable de se sentir libre et heureux. Je pense dans l'absolu, c'est vrai, c'est d'ailleurs ce que disait Nelson Mandela, il disait, voilà, vous pouvez faire de moi vous pouvez me mettre en prison, mais vous ne ferez jamais de moi un prisonnier. Donc, je pense qu'on peut tendre vers ça. Hein. Néanmoins, quand même, moi je constate que notre bonheur individuel, il est fortement en lien aussi avec la société dans laquelle on vit. Il y a des interactions entre la société telle qu'elle est et les humains que nous sommes. Et on ne peut pas nier ça. On ne peut absolument pas nier ça, ces interférences, ces interactions, comment les choses se tricotent et comment une société peut nous rendre malades. Hein, c'est Krishnamurti qui disait ça. Il disait « Ce n'est pas un signe de bonne santé que d'être adapté à une société profondément malade ». Donc, aujourd'hui, la société dans laquelle on vit est grandement malade. Enfin, je veux dire, je ne suis pas devin, c'est juste un constat que beaucoup partagent. Elle est profondément malade. Elle est traversée par une crise systémique, une crise qui a au moins 50 ans, 30 ou 40 ans aujourd'hui, je ne sais pas, mais qui est vieille. On nous parle de la crise depuis très très longtemps. Hein, une crise systémique. Et en plus, aujourd'hui, on traverse un moment particulier, inédit. La moitié de l'humanité a été confinée. On est tous obligés de vivre avec un masque. On doit se protéger les uns des autres. Et donc, c'est lourd à vivre. C'est lourd à vivre. Ça nous demande quelque chose de profondément inhumain. Comment faire pour être heureux en ce moment ? Comment faire pour être heureux en ce moment ? Franchir les 7 portes qui sont à la fin de votre livre. Oui, il y a un cheminement à passer, il y a des étapes à passer pour construire à l'intérieur de soi cette aptitude au bonheur. Maintenant, dans le contexte actuel, je crois qu'on a vraiment besoin, encore plus que jamais, de cultiver à l'intérieur de soi le beau, ce qui relève de la poésie de la vie, ce qui est délicat, ce qui est subtil. On doit préserver ça. Parce que le monde extérieur nous demande des choses difficiles. Donc, comment cultiver ce qui va préserver ma profonde humanité ? Comment cultiver à l'intérieur de moi ma capacité à aimer les autres ? Comment cultiver à l'intérieur de moi ma capacité à comprendre les autres alors qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de clivages. On voit bien dans les réseaux sociaux, même... Pas que dans les réseaux sociaux, dans les métros, partout. Voilà, on voit bien qu'il y a une sorte de dureté, une sorte de... C'est quelque chose d'ailleurs, je ne m'explique pas bien en ce moment, cette espèce d'énorme clivage entre les gens, ces bouffées de haine, il y a un côté pulsionnel de passage à l'acte où on jette à la face de l'autre, sans égard pour l'autre, sans considération, sa vérité à soi. On piétine la vérité de l'autre. J'aime beaucoup ce que disait Voltaire. Il disait ne jamais oublier la vérité contraire. Ne jamais oublier la vérité contraire. Et il y a la phrase de Khalil Gibran qui est dans votre livre aussi. Mon ennemi m'a dit aime ton ennemi. Alors je lui ai obéi et je me suis aimé moi-même. Oui. On pourrait dire que c'est vraiment la base. C'est l'amour. Ben oui. Bien sûr, de toute façon, le bonheur, c'est l'amour. Le bonheur, c'est l'amour. On ne peut être heureux que si on arrive à pouvoir être en contact avec ce miel intérieur et que ce miel rayonne et que ce rayonnement-là puisse nourrir les autres. Enfin, c'est ça qui fait que la vie est belle. C'est quand on baigne dans cette lumière intérieure et que cette lumière intérieure rayonne de nous et qu'elle aide les autres. Quand on peut être un oasis pour les autres, comme d'autres sont des oasis pour nous. Voilà, c'est ça. Ne pas se laisser prendre au piège de ce qu'on essaye de nous demander en ce moment, c'est-à-dire d'être les uns contre les autres. Oh, oui. C'est un piège. C'est un piège terrible. Et d'un piège dans lequel on peut facilement basculer parce qu'on peut se sentir frustré, en colère, malheureux. La colère, elle est là. Hein. Voilà, il y a beaucoup de colère, beaucoup d'incompréhension, beaucoup de souffrance. Il y a plein de choses qui se cristallisent et qui sont difficiles à vivre pour chacun d'entre nous. Nous sommes tous, je trouve, extrêmement confrontés. Comment rester humain, profondément humain, ça veut dire humain les uns avec les autres aujourd'hui. Même si tout ce qu'on entend, même si on n'est pas d'accord avec l'autre,
même si on est profondément en colère. Comment rester en contact avec cette lumière intérieure, préserver notre humanité, préserver ce lien délicat, subtil, qui fait que je regarde l'autre dans sa beauté, dans sa vérité, et pas dans ce qui provisoirement m'oppose à l'autre. Il y a un geste que j'aime bien, le fameux namasté, qui signifie en fait « je regarde le divin à l'intérieur de toi ». Même si je suis en désaccord avec toi, même si tu es en désaccord avec moi, comment préserver ça? Comment préserver cette dimension-là dans nos relations? Comment préserver la délicatesse? Pour moi, c'est extrêmement important, ça. Comment préserver la délicatesse dans la relation? Être délicats les uns avec les autres, être plein d'égards les uns avec les autres. C'est voir vraiment à l'intérieur de moi et à l'intérieur de l'autre cette dimension sacrée et la respecter et l'honorer. Même si on vient de s'engueuler, même si on est en désaccord, même si, n'empêche, je te regarde dans les yeux et je vois ton âme. Tu me regardes dans mes yeux et tu vois mon âme. Et restons avec ça. Et allons vers le bonheur ensemble, le bonheur d'aller vers soi. Comment y parvenir? C'est aux éditions d'Hervy. Vous vous appelez Ève Bertel. Ève, c'est joli, hein, c'est un prénom biblique. Juste un mot pour terminer l'émission. Oui. Ève. Un dernier mot. J'ai envie de dire... j'ai un moment d'émotion. J'ai envie de dire toute mon empathie et mon désir que tous ensemble, on arrive à traverser cette période si difficile. On va y arriver. On va y arriver, Ève. On ne va pas se laisser avoir. Merci beaucoup. Merci.